Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. Dans l'actualité ce soir, après plusieurs revers, l'armée française enregistre un succès militaire au Mali. La force Barkhane annonce avoir tué plus de 30 djihadistes dans la zone entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dans ce journal, nous irons au Soudan, dans la ville d'Atbara, berceau de la révolution qui a vu la chute du président Omar el-Béchir. C'était il y a 10 mois et vous verrez, la ville a beaucoup changé depuis. Notre invité ce soir est un chef d'entreprise qui a décidé de miser sur la science en Afrique. Depuis 25 ans, il travaille dans le secteur de l'innovation et des sciences mathématiques. Thierry Zomaoun est persuadé que le prochain Einstein sera africain et il lance les premiers prix Nobel africains de sciences, le Kifra Prize. C'est un succès militaire attendu par l'armée française. Plus de 30 djihadistes ont été tués au Mali par la force Barkhane. Ils auraient été neutralisés lors d'une opération menée dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pour en parler, nous retrouvons le journaliste spécialiste des affaires africaines Antoine Glaser. Bonsoir. Bonsoir. Le président Emmanuel Macron, a voulu renforcer les effectifs afin de renverser le rapport de force sur place. Un tel succès militaire, c'est la preuve que cette stratégie était payante. Oui, enfin c'est vrai que l'opération Barkhane est passée de 4500 à 5500 soldats. En même temps, le principal, c'est quand même de réduire l'opération elle-même qui était sur 5 millions de kilomètres carrés. Et là, maintenant, l'opération Barkhane, c'est vraiment dans la région de l'Iptako-Gourma, ça veut dire aux 3 frontières de Mali, Niger et Burkina Faso. Et je veux dire, à partir du moment où cette superficie a été réduite et qu'il y a une vraie volonté d'Emmanuel Macron qui a demandé des résultats, en particulier à son chef d'état-major François Lecointre, qui a obtenu d'avoir 600 soldats de plus et énormément de matériel d'hélicoptères. Mais c'est vrai que c'est pas non plus, je veux dire, c'est vrai que c'est un succès militaire. En même temps, bien évidemment que c'était relativement attendu parce qu'il y avait vraiment une très grosse mobilisation dans cette région depuis quelques jours. Et la force Barkhane, on le sait, est très décriée sur place. Ça nourrit un certain sentiment anti-français. Est-ce que vous pensez qu'un tel succès militaire pourrait améliorer l'image de la France ? Je ne sais pas, ça va améliorer à court terme l'image de la France, mais je veux dire, à partir du moment où les problèmes sécuritaires concernent vraiment l'ensemble de la région, et c'est beaucoup plus une question qui sont liées à des problèmes d'abandon de territoire, de territoire en déshérence, et je veux dire, c'est pas à la mesure de la France, c'est un problème global sur l'ensemble de cette zone sahélo-saharienne, avec des problèmes beaucoup plus de santé, d'éducation, des centaines de milliers de gens qui sont déplacés. Et bien évidemment qu'il y a c'est un succès militaire, mais ça résout absolument pas les problèmes de l'ensemble de cette région. Et on voit bien qu'il y avait un agacement d'Emmanuel Macron en disant qu'il n'y avait pas de succès de Barkhane, mais encore une fois, c'est pas le succès d'une opération militaire qui va régler les problèmes dans l'ensemble de la région. Et les sentiments anti-français sont liés finalement, bien évidemment, en disant qu'est-ce que font les Français s'il n'y a pas de résultats. Mais globalement, c'était en fait ça s'adressait beaucoup plus au gouvernement de la région en même temps qu'à la France. Merci Antoine Glaser pour cet éclairage. Dans l'actualité ce vendredi, la mise en examen de Denis Christel Sassou Nguesso, l'un des fils du président congolais, est poursuivie dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis, une affaire ouverte en 2009 à Paris après les plaintes de 3 associations contre l'enrichissement de certains dirigeants de pays africains, dont le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo. Au Soudan, 10 mois après la chute du président Omar el-Béchir, la ville d'Atbara a beaucoup changé. Elle est devenue la ville symbole de la révolution. C'est là-bas qu'en décembre 2018, les premières manifestations ont éclaté à cause de la flambée du prix du pain. Reportage dans la ville d'Élodie Cousin et Naba Moye. Namarig est l'une des premières à être descendue dans la rue. C'est ici, au marché, que les étudiants ont manifesté après le triplement du prix du pain dans la cafétéria de leur université. Il y a un an, les gens souffraient de la crise économique provoquée par la politique du précédent régime.
Cela nous empêchait d'avoir suffisamment d'argent pour avoir une vie normale. Et comme les citoyens d'Atbara sont des insoumis, nous nous sommes révoltés et avons provoqué les changements qui nous permettent aujourd'hui d'être si fiers. La ville a bien changé. Les murs sont toujours recouverts par les fresques de la Révolution. Et les jeunes ne se cachent plus pour revendiquer leurs idées. Namarig rejoint des amis qui célèbrent la mémoire des martyrs des manifestations. Il milite pour que la révolution aille à son terme, la démocratie. La situation n'évolue pas suffisamment. Alors nous n'avons pas d'autres options que de continuer la lutte. Les Soudanais devraient pousser le régime actuel et les militaires qui le composent à atteindre les buts de la révolution. Atbara, connu pour ses puissants syndicats, dont celui du chemin de fer, a longtemps été ostracisé par Omar el-Béchir. Il craignait que la contestation ne vienne de cette ville. Cet homme dirige les services de santé d'Atbara. Tout a changé pour lui depuis la chute du dictateur. Nous travaillons désormais en harmonie. Il y a une bonne coordination avec Khartoum. En 20 ans de service, je n'avais jamais vu cela. Par exemple, pour toutes les informations que nous demandons, nous obtenons une réponse. Si la chute d'Omar el-Béchir a donné un élan de liberté à Atbara, la transition politique n'est pas encore terminée. Les militaires sont pour l'heure toujours à la tête du Conseil souverain de transition. Notre invité ce soir est un économiste africain engagé qui a fait de la science son cheval de bataille. Il aime cultiver une certaine discrétion et pourtant, il est à la tête de l'Institut africain des sciences mathématiques. Il a fondé le Next Einstein Forum qui assure la promotion de la science en Afrique. Il est persuadé que le prochain Einstein est africain. Aujourd'hui, il se lance dans la remise des premiers prix Nobel scientifiques africains, les Kifra Prize, le 10 mars prochain. Thierry Zemaoun, bonsoir. Bonsoir Madame Wan. Alors, comment est né le Kifra Prize et quel impact espérez-vous de ces prix? En fait, le Kifra Prize émane du prix du Forum Next Einstein. Le Forum Next Einstein, c'est 2000 à 4000 participants chaque 2 ans, provenant d'une centaine de pays. 70% de ces 4000 participants sont des jeunes âgés de moins de 40 ans et 40% sont des femmes scientifiques. Et donc, c'est aussi une trentaine de fellows scientifiques de haut niveau âgés de moins de 42 ans. Et donc, nous avons célébré les 2 premières éditions à Dakar et à Kigali. Nous projetons d'avoir la 3e édition, comme vous l'avez mentionné, à Nairobi. Et à cette 3e édition, il y a quelque chose de révolutionnaire que nous voulons lancer. C'est le Kifra Prize dont vous avez parlé. En Swahili, Fikra veut dire idée, lumière, talent, génie. Et donc, le Kifra Prize vise un certain nombre d'objectifs. Numéro 1, on veut promouvoir et valoriser les innovations scientifiques sur le continent africain. Si je vous demandais, et demandez à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, de me citer 5 noms de grands scientifiques africains, nous aurons du mal à boucler les 5 noms d'ici demain. Mais si je vous demandais de me citer 5 noms de grands sportifs et de grands chanteurs africains, on peut rester ici jusqu'à demain, on va avoir une liste de centaines de chanteurs. Nous voulons que l'Afrique cesse d'être simplement une terre d'ésotérisme, de culture, de musique. Tout ça est bon, mais nous voulons ajouter à cette liste la science. Nous voulons que l'Afrique, sur la même liste, raisonne science. Et donc, susciter les vocations scientifiques, inspirer les jeunes et surtout les femmes et les jeunes. Et empêcher aussi la fuite des cerveaux. Absolument, nous travaillons à rendre l'environnement africain attractif aux scientifiques africains. Et c'est pour ça que nous avons entrepris de déployer des écosystèmes de sciences et d'innovation, de créer des chaires de recherche pour attirer les jeunes de la diaspora qui sont dans les sciences à venir contribuer au développement scientifique du continent africain. Et vous, aujourd'hui, dans le domaine spécifiquement de la science et de l'innovation, quel est le plus grand défi du continent africain? L'Afrique a un triple défi. D'abord, le défi des infrastructures. Seulement 46% des Africains ont accès à l'électricité. Il n'y a que 2 pays qui ont accès à 100%, l'Égypte et l'île Maurice. Deuxième défi, le défi du capital humain. Nous avons besoin de former plus d'ingénieurs, plus de techniciens, plus de scientifiques. Troisième défi, le défi d'inventer, que l'Afrique invente des systèmes et des mécanismes, des instruments de financement innovants. Oui, alors, vous parliez de ça, vous êtes un économiste et un politologue réputé, reconnu de vos pairs sur le continent, à l'international. Pourtant, vous n'avez pas fait beaucoup de presse jusque-là. C'était une stratégie de votre part? C'est une stratégie délibérée.
parce que nous ne voulons pas crier fanfaron, être fanfaron avant d'avoir montré de quoi nous sommes capables. On a choisi au cours des 2 dernières décennies, surtout au cours de la première décennie, de faire du travail concret sur le terrain. C'est pour ça aujourd'hui, vous voyez l'Institut africain des sciences mathématiques, avec tout son écosystème, y compris le Next Einstein Forum et le Kifra Prize, dans un certain nombre de pays. Nous avons l'ambition d'étendre ce programme, cet écosystème à une quinzaine de pays africains. Et donc, nous pensons qu'il est temps maintenant pour que, avec nos dirigeants et nos partenaires internationaux, on investisse plus dans la science, le capital humain, parce que si l'Afrique va se transformer, c'est la seule porte de sortie pour le continent. Je vous donne un chiffre très simple. Dans l'intervalle de 5 années, l'économie numérique va générer un revenu additionnel au PIB mondial de 60 000 milliards de dollars. Comment est-ce que l'Afrique va capter sa part dans ces 60 000 milliards de dollars? Et puis, il y a une réponse à cela. Pour que l'Afrique se positionne, soit prête pour la 4e révolution industrielle, donc bénéficier de ces 60 000 milliards de dollars, il faut que chaque pays africain, aussi petit que le Togo et le Rwanda, ou aussi grand que le Nigeria et l'Égypte, investisse sur 10 ans 60 milliards de dollars dans le secteur éducatif. Oui, très bien, c'est un beau défi, un beau programme pour vous, Thierry Zomahoun. Merci d'être venu sur le plateau de France 24 pour nous parler de ces Kifra Prize, bientôt à Nairobi, et c'est le 10 mars prochain. On passe au sport avec du tennis, c'est un match de gala, pourtant c'est une grande affiche qui fait rêver tous les fans. Roger Federer, Rafael Nadal, 48 000 spectateurs présents au Cap en Afrique du Sud pour assister au spectacle. Et c'est pour la bonne cause, les bénéfices iront à la Fondation Roger Federer qui œuvre pour l'amélioration des programmes d'éducation. C'est ainsi que se referme ce Journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi, que vous soyez au Cap ou à Cotonou. Merci, restez avec nous. Tout de suite, c'est la suite de Paris Direct. Salut, c'est Fally Ipupa. Retrouvez-moi dans La Légende urbaine sur RFI et France 24 avec Juliette.